Grace Hartwell a bloqué ma voiture dans le garage de stationnement ce matin et m'a posé une question que je redoutais depuis 6 mois. Pourquoi m'évites-tu, Alex? Elle se tenait là, les bras croisés, mallette dans une main, me regardant comme si elle voulait réellement une réponse. Et j'ai regardé ma PDG, la femme qui m'avait embauché il y a 6 mois, avec ce qui semblait être une réelle excitation à m'avoir dans son équipe. Et je lui ai dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire à voix haute. Parce que te voir fait mal. Je suis Alex Morrison, un analyste principal chez Hartwell Industries. Je travaille au 4e étage dans un cubicule qui est tourné loin des fenêtres parce que je l'ai demandé ainsi. Avant ce travail, j'étais ambulancier pendant 8 ans dans cette ville. J'ai vu des accidents, des urgences, des gens à leur pire moment. J'ai sauvé quelques vies. J'en ai perdu d'autres. Puis j'ai changé de carrière parce que j'avais besoin de quelque chose de différent. Quelque chose qui n'impliquait pas de sang et de sirènes et de regarder les gens mourir. Mais changer de travail ne signifiait pas que je pouvais éteindre les souvenirs. Depuis 6 mois maintenant, j'évite ma patronne. Pas de la manière normale dont les employés évitent leur patron quand ils ne veulent pas de travail supplémentaire. Je veux dire, vraiment l'éviter. Chaque matin quand j'arrive au bureau, je vérifie si sa voiture est dans la section de stationnement des cadres. Si elle l'est, j'utilise l'entrée sud au lieu des portes principales. Si je la vois marcher dans le couloir, je fais demi-tour et prends le long chemin vers où je vais. Si elle entre dans la salle de pause pendant que je prends du café, je me souviens soudainement d'emails urgents qui doivent être envoyés. Une fois, je me suis caché dans le placard à fourniture pendant 15 minutes parce que je la voyais venir vers mon département. Mes collègues pensent que je suis bizarre. Ils n'ont pas tort, mais ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas être dans la même pièce que Grace Hartwell sans sentir que ma poitrine est écrasée. Ils ne savent pas que chaque fois que j'entends sa voix en réunion, je dois serrer le bord de la table pour empêcher mes mains de trembler. Ils ne voient pas que quand elle sourit à quelqu'un à travers le bureau, je dois détourner le regard parce que ce sourire me rappelle un autre sourire que j'ai vu disparaître à jamais. Grace est une bonne patronne d'après ce que je peux dire. Elle est juste, intelligente, travaille plus dur que n'importe qui d'autre dans le bâtiment. Les gens la respectent. Elle a repris l'entreprise après une tragédie familiale il y a 4 ans et l'a transformée en quelque chose d'encore plus réussi qu'elle ne l'était avant. Elle se souvient des anniversaires des employés, pose des questions sur les familles des gens, écoute réellement quand vous lui parlez. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Je ne saurais pas par expérience personnelle parce que je m'assure que nous n'avons jamais de conversation personnelle. Ce matin était différent, cependant. Je marchais vers ma voiture après être arrivé tôt pour éviter la foule habituelle du bureau quand j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas rapides comme si quelqu'un essayait de me rattraper. J'ai marché plus vite. Les pas ont égalé mon rythme. Puis j'ai entendu sa voix. « Alex, attends. » J'ai fait semblant de ne pas entendre. J'ai tripoté mes clés comme si j'étais dans une énorme hâte de partir. Même si je venais d'arriver, ma voiture était juste là, juste 3 mètres de plus. « Alex Morrison, je sais que tu m'entends. » Sa voix était aiguë maintenant, pas le ton amical qu'elle utilise au bureau. Je me suis arrêté. N'avais pas le choix vraiment à moins que je ne veuille littéralement fuir ma PDG dans un parking. Cela semblait être une mauvaise décision de carrière. Je me suis retourné lentement et elle se tenait là à environ 1,5 mètres avec sa maillette dans une main et son autre main sur sa hanche. Elle portait un costume gris qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux étaient soignés et professionnels, mais ses yeux semblaient fatigués comme si elle n'avait peut-être pas bien dormi. « Nous devons parler, dit-elle. J'ai une réunion. » J'ai menti, vérifiant ma montre comme si j'avais un endroit important où être à 7 heures du matin. « Non, tu n'en as pas. J'ai vérifié ton calendrier. Il est vide jusqu'à 9. » Elle fit un pas de plus. « Tu m'as évité depuis le jour où tu as commencé à travailler ici. D'abord, j'ai pensé que tu étais peut-être juste timide ou que tu t'adaptais au nouveau travail.
Mais ça fait 6 mois, Alex. 6 mois de toi, littéralement, t'éloignant chaque fois que j'essaie de te parler. 6 mois de toi changeant de direction dans les couloirs quand tu me vois venir. 6 mois de toi refusant de regarder dans les yeux en réunion. Je veux savoir pourquoi. Je me suis tenu là, tenant ma mallette comme si c'était un bouclier, essayant de penser à quelque chose à dire qui n'était pas la vérité. Parce que la vérité était trop grande, trop douloureuse, trop compliquée à expliquer dans un garage de stationnement un mardi matin. Je suis juste concentré sur mon travail. J'ai dit que ça sonnait faible même à mes propres oreilles. C'est n'importe quoi et nous le savons tous les deux. Grace s'est rapprochée jusqu'à ce qu'elle soit debout juste devant moi, bloquant mon chemin vers la voiture. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais embauchées. Ton travail d'analyse est parfait. Tes rapports sont détaillés et clairs. Tu ne manques jamais de délai, mais tu agis comme si être dans la même pièce que moi est physiquement douloureux. Alors, je te demande directement en tant que ta patronne et en tant qu'être humain qui a vraiment essayé d'être amical avec toi depuis 6 mois maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me traites-tu comme si j'étais dangereuse? Le vent d'octobre a soufflé à travers la structure en béton, faisant un son creux qui correspondait à ce que je ressentais à l'intérieur. J'ai regardé Grace Hartwell, l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des mois, et j'ai vu ce que je voyais toujours. Des yeux noisettes qui étaient exactement de la même teinte qu'une autre paire d'yeux noisettes. Un sourire qui se courbait de la même manière qu'elle inclinait légèrement la tête quand elle posait des questions. Toutes les petites choses qui la faisaient ressembler tellement à quelqu'un que j'avais vu mourir il y a 4 ans. Parce que te voir fait mal, ai-je dit. Les mots sont sortis silencieux mais clairs dans le garage vide. Le visage de Grace changea. La détermination fondit en quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la douleur mêlée de confusion. Sa main qui avait été sur sa hanche tomba à son côté. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix sortit plus petite maintenant, moins certaine. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi voir ta patronne fait mal? J'ai serré ma maillette plus fort et j'ai essayé de trouver un moyen d'expliquer l'inexplicable. Comment dis-tu à quelqu'un que les regarder signifie voir la pire nuit de ta vie? Qu'à chaque fois que tu vois leur visage, tu te souviens d'un autre visage qui lui ressemblait exactement, couvert de sang et de pluie et de peur. Grace me fixait, attendant une réponse, et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle n'allait pas laisser tomber ça. Elle m'avait acculé physiquement entre ma voiture et un pilier en béton. Mais plus que cela, elle m'avait acculé avec sa question. Après 6 mois de fuite, j'avais finalement été attrapé. Le garage de stationnement était silencieux, sauf pour le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de nous. Quelque part au loin, je pouvais entendre l'ascenseur sonner tandis que les travailleurs du matin arrivaient. Des gens normaux allant à leurs emplois normaux, pas debout dans un garage sur le point d'ouvrir de vieilles blessures qui n'avaient jamais vraiment guéri. « Tu veux vraiment savoir? » ai-je demandé. Ma voix est sortie plus rauque que je ne le voulais. Oui, Grace dit sans hésitation. J'ai passé 6 mois à penser que j'avais fait quelque chose de mal, pensant qu'il y a peut-être quelque chose chez moi qui te mette mal à l'aise. J'ai besoin de savoir ce que c'est. J'ai posé ma mallette sur le capot de ma voiture parce que mes mains tremblaient et je ne voulais pas qu'elle voie. Puis j'ai pris une inspiration et j'ai commencé à parler. Il y a 4 ans, je travaillais encore comme ambulancier. C'était un mardi soir en octobre. Pleurant fort, le genre de pluie qui rend la route glissante et dangereuse. Je terminais mon quart quand l'appel est arrivé. Accident de voiture sur la route 17. Plusieurs victimes. Demande de réponse immédiate. L'expression de Grace ne changea pas, mais j'ai vu ses épaules se tendre légèrement. Je suis arrivé sur les lieux environ 8 minutes après l'appel. Il y avait des voitures de police partout, des camions de pompiers, des lumières clignotantes rouges et bleues à travers la pluie. Un conducteur ivre avait franchi la ligne médiane et avait percuté une autre voiture de front. Le conducteur ivre s'en est sorti avec des coupures et des contusions. L'autre voiture n'a pas eu autant de Chelsea Burns. Je pouvais tout voir si clairement, même si 4 ans s'étaient écoulés. Le métal tordu,
le verre brisé éparpillé sur le pavé mouillé, l'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé. Il y avait une jeune femme au siège du conducteur de la voiture qui a été percutée. 26 ans, cheveux roux, yeux noisettes. Elle portait un badge de travail sur un cordon autour de son cou. Hartwell Industries. La main de Grace alla à sa bouche. Son visage pâlit, mais elle ne dit rien, juste se tenait là à écouter. Elle était consciente quand je suis arrivé là, et je continuais, et ma gorge était serrée, comme si quelqu'un l'écrasait. Effrayé, blessé, piégé dans l'épave. Le service des pompiers travaillait à la découper, mais cela prenait du temps. Alors, je suis monté en partie dans la voiture par la fenêtre cassée, et je lui ai tenu la main, lui ai parlé, essayé de la garder calme pendant qu'il travaillait. Des années plus tard, et je pouvais encore me souvenir exactement à quoi elle ressemblait. La façon dont ses yeux étaient grands avec peur, mais essayant si fort d'être courageuse. La façon dont sa voix tremblait quand elle parlait. Elle n'arrêtait pas de me demander d'appeler sa sœur. N'arrêtait pas de dire « Grace a besoin de savoir que je vais bien. S'il te plaît, appelle Grace. Dis-lui que je suis désolé. Je vais être en retard. » Elle avait ton numéro mémorisé. M'a fait de le répéter 3 fois pour être sûr que je l'avais bien. Un son est sorti de Grace, petit et brisé. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais elle ne bougea pas, n'interrompit pas, juste se tenait là, tout absorbant. Je lui ai dit que tout allait bien se passer. Lui a dit que les médecins la répareraient et elle irait bien. Lui a dit toutes les choses que tu es censé dire aux gens dans les urgences, les choses qui les font se sentir en sécurité même quand tu n'es pas sûr qu'elles sont vraies. Ma voix tremblait maintenant, mais j'ai continué. Le service des pompiers l'a finalement sorti. Nous l'avons mise sur la civière, l'avons mise dans l'ambulance. J'ai commencé la perfusion, vérifié ses signes vitaux, fait tout selon les règles. Elle était stable, parlait, demandait à nouveau des nouvelles de sa sœur, me faisant promettre que je t'appellerais. J'ai dû m'arrêter une seconde parce que la partie suivante était toujours la plus difficile. Puis à mi-chemin de l'hôpital, elle a codé. Son cœur s'est juste arrêté. J'ai commencé les compressions immédiatement. Rythme parfait, profondeur parfaite, exactement comme j'avais été entraîné. Mon partenaire conduisait aussi vite que possible en toute sécurité. J'ai tout fait correctement, Grace. Chaque seule chose selon le protocole. Grace pleurait ouvertement maintenant, des larmes coulant sur son visage, mais ses yeux ne quittaient jamais les miens. Mais parfois, faire tout correctement n'est pas suffisant. Parfois, les gens meurent quand même, et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'arrêter. Elle est morte dans cette ambulance me tenant la main. Et juste avant qu'elle ne meure, quand elle pouvait à peine parler, elle m'a demandé de dire quelque chose à sa sœur. J'ai regardé Grace et l'ai laissé voir tout ce que j'avais caché pendant 6 mois. Toute la douleur et la culpabilité et le chagrin que je portais. Elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aimait. M'a demandé de m'assurer que tu savais qu'elle n'avait pas peur à la fin, qu'elle allait bien. Elle m'a fait promettre. Et je l'ai fait. Je lui ai promis que je te le dirais. Le silence dans ce garage était lourd, comme si l'air lui-même nous oppressait. Alors, j'ai conduit avec son corps à l'hôpital, aidé à la pousser dans le box d'urgence. Puis j'ai attendu pendant qu'il la déclarait officiellement décédée et remplissait des documents et faisait toutes les choses médicales qui se passent après que quelqu'un meurt. Et puis j'ai demandé si je pouvais voir la famille parce que j'avais un message à livrer. Mes mains étaient serrées en pointe maintenant. Ils m'ont emmené dans une salle familiale privée et tu étais là. Tu faisais les 100 pas, parlant au téléphone, et tu lui ressemblais tellement que ça me faisait mal à la poitrine. Les mêmes yeux, la même façon de bouger, tout pareil. Et puis le médecin est entré et t'a dit que ta sœur était morte. Grace fit un son d'étouffement. Sa main pressa contre sa bouche. Tu as crié son nom si fort que j'ai cru que les murs trembleraient. La sécurité a dû te retenir parce que tu as essayé de courir là où ils avaient emmené son corps. Tu t'es effondré sur le sol et as sangloté comme si tout ton monde venait de finir.
Ce qui, je suppose, était le cas. J'ai dû détourner le regard de son visage parce que la voir pleurer était trop. Je me suis tenu là dans mon uniforme avec son sang encore sur mes gants et je voulais te dire ce qu'elle avait dit. Voulais garder ma promesse envers elle, mais les mots ne sortaient pas parce que te voir t'effondrer. J'ai réalisé que te dire qu'elle t'aimait ne changerait rien, ne la ramènerait pas, ne rendrait pas ta douleur moins forte. Ça semblait trop petit, ces mots comparés à ce que tu venais de perdre. L'ascenseur sonna à nouveau quelque part au loin. La vie normale continuant pendant que nous nous tenions dans ce moment qui semblait figé dans le temps. Alors, je suis parti, suis retourné à la station, ai déposé mon rapport, suis rentré chez moi, et j'ai porté cette promesse brisée pendant 4 ans. Chaque jour, je me souviens que j'ai dit à Emma Hartwell que je donnerais un message à sa sœur, et j'ai échoué à le faire. La voix de Grace sortit comme à peine un murmure. « Emma, tu connaissais son nom. Je sais tout sur cette nuit, ai-je dit. C'est gravé dans ma mémoire. Chaque détail, chaque seconde, chaque mot qu'elle a dit. Je l'ai revécu des milliers de fois, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux, quelque chose qui aurait sauvé sa vie. » Grace essuya son visage avec la manche de son blazer. Quand elle a levé les yeux, ses yeux contenaient quelque chose que je ne pouvais pas lire, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement mêlé de douleur, mêlé de quelque chose d'autre entièrement. « Alex, dit-elle, et la façon dont elle a dit mon nom a fait s'arrêter mon cœur, m'a fait réaliser que ce moment était sur le point de devenir quelque chose d'autre, quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Je sais qui tu es. » Le monde s'est incliné. Le garage de stationnement semblait trop froid. Soudainement, les murs de béton pressant de tous les côtés. « Quoi ?» je me suis entendu dire. « Je sais qui tu es, » répéta-t-elle. Et maintenant, je pouvais l'entendre dans sa voix. La reconnaissance, la certitude, le poids de quelque chose qu'elle portait. Je savais depuis avant de t'embaucher. Je sais depuis 4 ans. Les mots pendaient d'entre nous comme de la fumée d'un feu que je ne pouvais pas voir mais pouvais soudainement sentir tout brûlant. Tu savais, ai-je dit, et ça sonnait comme la voix de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était pas actuellement en train de voir toute sa compréhension des 6 derniers mois déchirés. Tu savais qui j'étais et tu m'as embauché quand même. Grace hocha la tête et de nouvelles larmes débordèrent. Mais ce n'étaient pas les larmes d'il y a un instant. Celles-ci étaient différentes. Celles-ci ressemblaient à du soulagement mêlé de honte, mêlé de quelque chose qui la rendait plus petite, plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Je ne l'ai pas planifié au début, dit-elle et sa voix trembla. Je cherchais un analyste principal depuis des mois. Ton CV est arrivé sur mon bureau avec des dizaines d'autres. Solide qualification, bonne référence, solide expérience à la fois dans les services d'urgence et l'analyse commerciale. Mais c'était ton nom qui m'a fait arrêter. Alex Morrison. Je l'ai fixé pendant 20 minutes. Le garage de stationnement semblait comme s'il tournait. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et j'ai sorti le rapport d'accident, celui que j'avais lu 1000 fois, cherchant quelque chose que j'avais manqué, un détail qui expliquerait pourquoi ma sœur était morte. Et c'était là, juste comme toujours. L'ambulancier Alex Morrison a répondu sur les lieux à 20h34 et fourni des soins d'urgence et transporté le patient à County General. Patient déclaré décédé à 21h23. Elle pressa sa main contre sa poitrine comme si elle essayait de retenir quelque chose. J'avais lu ton nom tant de fois en 4 ans qu'il ne ressemblait même plus à un nom. Juste des mots sur papier. Juste une partie de la pire nuit de ma vie écrite en langage officiel. Mais le voir sur ce CV, le voir attaché à une personne réelle, avec une carrière et des compétences et une vie, ça t'a rendu réel. T'as rendu quelqu'un qui existait en dehors de cette terrible nuit-là. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer, juste me tenais là pendant que ma PDG, qui apparemment n'était pas juste ma PDG, défaisait tout ce que je pensais comprendre. Alors j'ai appelé tes références, Grace continua.
Chacun d'eux a dit la même chose. Tu étais excellent à ton travail, dévoué, minutieux, mais tu avais quitté les services d'urgence il y a 2 ans et personne ne savait pourquoi. L'un de tes anciens superviseurs m'a dit en privé que tu étais devenu renfermé après un cas particulièrement difficile, que tu avais commencé à faire des erreurs, des petites, mais des erreurs que tu n'avais jamais faites auparavant, que tu avais démissionné avant qu'ils ne doivent te laisser partir. Mes mains se sont serrées en poing. Je n'avais jamais dit à personne la vraie raison pour laquelle j'étais parti. Jamais expliqué qu'à chaque fois que je répondais à un appel, je voyais le visage d'Emma, que chaque patient devenait elle, que j'avais commencé à hésiter, à douter, à me figer aux moments cruciaux parce que j'étais terrifié de rater quelqu'un d'autre la façon dont je l'avais raté. J'aurais dû jeter ton CV, Grace dit. Aurais dû faire semblant de ne jamais l'avoir vu. Mais je ne pouvais pas parce que j'avais passé 4 ans avec tant de questions et si peu de réponses. Le rapport de police m'a dit ce qui s'était passé. Le médecin légiste m'a dit comment elle était morte. Mais personne ne pouvait me dire comment étaient ses derniers moments, si elle avait souffert, si elle était seule, si elle avait eu peur. Elle fit un pas de plus vers moi. Alors je t'ai embauché, Alex. Je t'ai embauché parce que j'avais besoin de voir l'homme qui avait tenu ma sœur. Besoin de comprendre qui tu étais. Quel genre de personne passe sa vie à courir vers les urgences pendant que tout le monde s'enfuit? Quel genre de personne tient la main d'un étranger mourant et fait des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir? J'ai pensé que peut-être, si je pouvais te voir te connaître, te regarder comment tu travaillais et comment tu traitais les gens, ça m'aiderait à comprendre tout ça. Et l'a-t-il fait? Ai-je demandé même si je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. Non, rit-elle, mais ça sonnait brisé, creux, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu m'évites. N'avais pas planifié pour cette possibilité du tout. J'ai pensé que peut-être tu ne me reconnaîtrais pas, car des années s'étaient écoulées. J'ai coupé mes cheveux courts, perdu du poids, avait l'air différente de la femme criant dans cette scène d'attente d'hôpital. J'ai pensé que je pouvais t'observer de loin, apprendre qui tu étais, peut-être éventuellement trouver le courage de te poser des questions sur cette nuit. Mais tu savais, ai-je dit, tu savais qui j'étais au moment où je suis entré dans cet entretien. Grace hocha la tête. Tu t'es assis en face de moi et je l'ai vu dans tes yeux. La reconnaissance, la culpabilité, la façon dont tes mains tremblaient quand tu as serré les miennes. Et j'ai réalisé que mon plan était stupide, qu'il n'y avait aucun moyen de travailler de manière décontractée aux côtés de l'homme qui avait été là quand ma sœur est morte. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Je t'avais déjà fait l'offre d'emploi. Tu avais déjà accepté et je ne pouvais pas le reprendre sans expliquer pourquoi. Alors tu m'as juste laissé souffrir, et je dis, et la colère s'est glissée dans ma voix. Laisse-moi passer 6 mois à t'éviter, pensant que je te protégeais de la vérité pendant que tu savais tout le temps. Non, Grace dit sèchement. Je t'ai laissé de l'espace parce que je ne savais pas quoi d'autre faire. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de t'approcher, tu t'enfuyais. Chaque fois que je voulais te dire que je savais que je ne te blâmais pas, tu disparaissais avant que je ne puisse sortir les mots. As-tu une idée de ce que ça faisait? De regarder la seule personne qui avait montré de la gentillesse à ma sœur, dans ces derniers moments, me regarder comme si j'étais du poison. Sa voix se brisa. J'ai passé 6 mois à essayer de comprendre comment te parler, 6 mois à répéter ce que je dirais, 6 mois à te regarder arriver tôt et partir tard, te regarder te jeter dans ton travail comme si tu essayais de t'y noyer, te regarder déjeuner seul dans ta voiture parce que tu ne pouvais pas supporter d'être dans le même bâtiment que moi, et je ne pouvais pas le réparer parce que tu ne me laissais pas assez près pour essayer. Le sol en béton semblait instable sous mes pieds. Et puis autre chose a commencé à arriver. Grace dit, sa voix tombant à peine un murmure. Quelque chose que je n'attendais pas et que je n'avais définitivement pas planifié. J'ai commencé à remarquer des choses sur toi qui n'avaient rien à voir avec ma sœur. Commencé à remarquer comment tu tenais toujours la porte pour les gens. Comment tu te souvenais de la commande de café de tout le monde.
Comment tu restais tard pour aider les nouvelles recrues, même si ce n'était pas ton travail? Comment tu avais l'air épuisé mais souriais toujours quand quelqu'un avait besoin d'aide? Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai commencé à te prêter attention, Alex, pas comme l'ambulancier du rapport d'accident, comme toi, comme l'homme qui travaillait 3 étages en dessous de moi. Et quelque part pendant ces 6 mois, quelque part entre te regarder et vouloir te parler, et étant blessé que tu continuais à m'éviter, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse et était terrifiée de l'entendre confirmer. Grace me regarda et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui rendait difficile de respirer. J'ai arrêté d'essayer de comprendre l'ambulancier qui a tenu ma sœur, dit-elle doucement, et j'ai commencé à tomber amoureuse de l'analyste qui est assis 3 étages en dessous de moi. Celui qui apporte des donuts les vendredis. Celui qui a réparé la machine à café quand elle est tombée en panne, même si ce n'est pas du tout une partie de ta description de poste. Celui qui est resté jusqu'à minuit aidant à finir le rapport trimestriel parce que tu savais que tout le monde était stressé. Elle fit un autre pas de plus. Et je ne savais pas comment te dire que te voir me fait mal aussi, Alex. Mais pas parce que tu me rappelles ce que j'ai perdu. Parce que tu me rappelles que je suis toujours vivante. Que je peux encore ressentir des choses. Que le chagrin n'a pas tué chaque partie de moi. Même si parfois je souhaite que ça l'ait fait. Parce que vivre semble trahir Emma. L'air entre nous était électrique, dangereux. Comme si nous étions debout au bord de quelque chose qui nous détruirait tous les deux ou nous sauverait tous les deux. Et il n'y avait pas de juste milieu. Je la vois toujours, ai-je admis, et les mots faisaient mal en sortant. Chaque seule fois que je te regarde, je vois Emma, vois ses yeux dans les tiens, vois son sourire, vois la vie qu'elle aurait vécue si j'avais été meilleur à mon travail, si j'avais été plus rapide, si j'avais connu une astuce ou une technique qui aurait fait une différence. Arrête, Grace dit, et sa main se tendit, planait près de mon bras mais ne toucha pas. Alex, tu n'as pas tué ma sœur. Un conducteur ivre le fait. Tu as essayé de la sauver. Il y a une différence, n'est-ce pas? Ma voix se brisa parce que j'ai passé 4 ans à revoir chaque seul détail de cette nuit-là. Chaque décision que j'ai prise, chaque seconde qui passait, chaque compression, chaque respiration, me demandant si je l'avais positionné différemment, si j'avais appelé des renforts plus tôt, si j'avais conduit plus vite à l'hôpital, si j'avais fait quelque chose de différent, si elle serait encore en vie. Et j'ai passé 4 ans à penser si je l'avais appelée cette nuit-là comme je l'avais prévu. Grace dit, et sa voix égalait la mienne pour la douleur. Si nous étions allés dîner comme nous en avions parlé, si je l'avais convaincu de rester tard au bureau avec moi, si je lui avais dit de prendre la route 9 au lieu de la route 17, si j'avais été une meilleure sœur qui prenait plus de nouvelles, qui prenait plus de temps, qui ne laissait pas le travail me consumer tellement que des semaines passaient entre les appels téléphoniques. Ses yeux se fixèrent sur les miens. Nous pouvons tous les deux porter une culpabilité qui n'est pas la nôtre à porter. Alex, nous pouvons tous les deux nous torturer avec des « et si » qui ne changent rien. Nous pouvons tous les deux passer le reste de nos vies piégés dans cette seule nuit, la rejouant encore et encore, nous punissant pour des choses que nous ne pouvions pas contrôler. Ou nous pouvons nous tenir ici et enfin dire la vérité. Quelle vérité? Ai-je demandé. Que se voir fait mal parce que ça nous fait ressentir quelque chose que nous pensions ne plus jamais ressentir, dit-elle si doucement. Je ne l'ai presque pas entendu. Que nous sommes tous les deux vivants quand une partie de nous voulait mourir avec les gens que nous avons perdus. Que quelque part dans toute cette douleur et cet évitement et ce chagrin, nous avons trouvé quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui n'a pas besoin d'explication, quelqu'un qui sait ce que c'est de porter un poids qui ne s'allège jamais, seulement plus familier. Je voulais dire quelque chose, voulais répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je te regarde, Alex, Grace continua. Je sais que c'est probablement mal ou inapproprié étant donné que je suis ta patronne,
Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je te regarde arriver au travail chaque matin 15 minutes en avance. Je te regarde t'asseoir dans ta voiture dans le garage de stationnement pendant exactement 10 minutes avant que tu n'entres. Je te regarde prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, même si ton bureau est au 4e étage. Je te regarde travailler pendant le déjeuner. Je te regarde te porter volontaire pour chaque projet difficile que personne d'autre ne veut. Elle fit une pause. Et je te regarde porter la mort d'Emma comme une pierre autour de ton cou. Je te regarde te punir chaque jour. Je te regarde éviter tout ce qui pourrait te rendre heureux parce que tu ne penses pas le mériter. Et ça me brise le cœur parce que l'homme que j'observe depuis 6 mois est bon et gentil et attentionné et il se détruit pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Tu ne comprends pas, ai-je commencé à dire. Je comprends, interrompit-elle, parce que je fais la même chose. Je me suis jeté dans la gestion de cette entreprise après la mort d'Emma. Travaillait 18 heures par jour, a repris l'entreprise de mon père quand il a pris sa retraite tôt parce que le chagrin était trop pour lui. J'ai bâti Hartwell Industries en quelque chose 2 fois plus réussi qu'avant. Et tu sais pourquoi? J'ai secoué la tête. Parce que si je travaillais, je ne pensais pas. Si j'étais en réunion ou en train de réviser des rapports ou de prendre des décisions, je ne me souvenais pas que ma petite sœur était partie, que je ne la verrais jamais se marier ou avoir des enfants ou vieillir, que la dernière conversation que nous avons eue était une dispute à propos de quelque chose de si stupide, je ne peux même pas me souvenir de quoi il s'agissait maintenant. Des larmes coulaient sur son visage. Alors, je suis devenue la PDG que tout le monde pense brillante et motivée et réussie. Et à l'intérieur, je suis juste la sœur d'Emma qui n'a pas pu la sauver, qui n'était pas là quand elle avait besoin de moi, qui a laissé le travail être plus important que la famille jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le réparer. Grace, ai-je dit, mais elle continua. Puis tu es apparue, toi avec ta culpabilité qui reflète la mienne. Toi avec ta douleur que je reconnais parce que je porte la même douleur. Toi avec ta distance prudente et ton évitement et ta croyance que tu ne mérites pas d'être heureux. Et je voulais te dire que je comprenais, que je savais que peut-être nous pourrions nous aider mutuellement à porter ce que nous portons tous les deux. Mais tu ne me laissais pas assez près. J'ai dit parce que te regarder faisait mal, et j'admis. Parce que chaque fois que je voyais cette nuit-là. J'ai vu la pluie et le métal tordu et le sang. J'ai vu le visage d'Emma. Entendu sa voix me demandant de te dire qu'elle t'aimait. Senti le moment exact où son cœur s'est arrêté de battre sous mes mains. Et je ne pouvais pas te séparer de ce souvenir. Ne pouvais pas voir Grace Hartwell, la PDG. Seulement voyais Grace Hartwell, la sœur que j'avais ratée. Et que vois-tu maintenant? Demanda-t-elle. Je l'ai regardée. L'ai vraiment regardé pour la première fois depuis ce jour de l'entretien, quand je l'avais reconnu et j'ai senti mon monde s'effondrer. Je vois les deux, et je dis honnêtement, je vois Emma dans tes yeux et ton sourire. Mais je te vois aussi. Vois la femme qui a bâti une entreprise tout en étant en deuil, qui m'a embauché même si ça a dû faire mal, qui m'a donné de l'espace quand j'en avais besoin, qui a été patiente pendant 6 mois pendant que je trouvais comment être humain à nouveau, qui est debout ici en ce moment, étant vulnérable et honnête quand ce serait tellement plus facile de juste me renvoyer et de ne plus jamais me voir. Grace a laissé échapper un souffle qu'elle retenait. J'ai évité de te dire quelque chose aussi, dit-elle. Et j'ai besoin de le dire avant de perdre mon courage, avant que tu ne décides que tout cela est trop compliqué et que tu partes. Quoi? Ai-je demandé. Quelque part pendant ces 6 mois, quelque part entre t'embaucher et te regarder et être blessé par ton évitement et d'essayer de te comprendre, j'ai arrêté de te voir comme l'ambulancier du rapport d'accident. J'ai commencé à te voir comme Alex. Juste Alex, l'homme qui apporte des bagels les lundis. L'homme qui dit toujours bonjour aux gardiens de sécurité. L'homme qui reste tard pour aider les gens même quand il est épuisé. L'homme qui a l'air seul et triste, et comme s'il avait besoin de quelqu'un pour lui dire qu'il n'est pas le méchant dans cette histoire. Elle prit une inspiration tremblante.
Et j'ai commencé à tomber amoureuse de toi, Alex. Commencé à me soucier de si tu allais bien. Commencé à vouloir en savoir plus sur toi. Commencé à espérer que peut-être un jour tu cesserais de m'éviter assez longtemps pour réellement me parler. Et je ne savais pas comment te dire que te voir me fait mal aussi. Mais pas parce que tu me rappelles de la perte, parce que tu me rappelles que je suis toujours vivante, que je peux encore ressentir des choses, qu'il est possible de se soucier de quelqu'un de nouveau, même quand tu es encore en deuil de quelqu'un que tu as perdu. Avant que je ne puisse répondre, avant que je ne puisse traiter ce qu'elle disait, l'ascenseur a sonné derrière nous. Nous nous sommes tous les deux tournés. Un homme est sorti, costume cher, yeux froids qui scrutaient le garage de stationnement comme s'il le possédait. Quelque chose dans la façon dont il bougeait, lisse et calculé, et fait que chaque instinct dans mon corps criait danger. Il marcha vers nous avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Monsieur Hartwell, dit-il, et sa voix portait une autorité qui semblait fausse, comme si elle était empruntée de quelque part où elle n'avait pas sa place. Nous devons parler de l'accident de votre sœur. Je suis Lawrence Pierce, avocat, et je représente le défendeur dans l'affaire. Je vous cherchais depuis un certain temps. Grace devint rigide à mes côtés. J'ai senti sa main se tendre et attraper mon bras, doigts s'enfonçant assez fort pour me meurtrir. Et soudain, j'étais de retour en mode ambulancier, lisant le langage corporel, vérifiant les signes de danger. Cet avocat a rendu ma PDG effrayée, et cela a fait que chaque instinct protecteur que j'avais rugit à la vie. Avocat, ai-je dit, gardant ma voix égale, m'avançant légèrement devant Grace. C'est une conversation privée. Tout ce dont vous avez besoin peut attendre. En fait, ça ne peut pas. Pierce a sorti une carte de visite, la tendit comme s'il s'attendait à ce que l'un de nous la prenne. Aucun de nous ne bougea. Monsieur Hartwell, mon client, le conducteur impliqué dans l'accident de votre sœur, est éligible à la libération conditionnelle le mois prochain. La famille de la victime a le droit de faire une déclaration à l'audience. Nous essayons de vous joindre depuis 8 semaines. Vous avez ignoré 17 lettres recommandées, 12 appels téléphoniques et 3 visites à votre bureau. La prise de Grace sur mon bras devint plus forte. « Je ne veux pas faire de déclaration, dit-elle. Et sa voix sonnait creuse, vide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je ne veux pas m'asseoir dans une pièce et parler de la mort de ma sœur à une commission de libération conditionnelle qui va le laisser sortir de toute façon. Je ne veux pas revivre cette nuit-là. Je comprends votre position. La voix de Pierce s'adoucit. Mais quelque chose là-dedans semblait faux, répétait. Mais il y a une autre raison pour laquelle je suis ici, Madame Hartwell. L'équipe de défense de mon client dépose également une plainte formelle auprès du Conseil médical de l'État concernant la réponse d'urgence à l'accident. Des questions ont été soulevées quant à savoir si le protocole approprié a été suivi. Si différentes décisions médicales auraient pu entraîner un résultat différent pour votre sœur. Mon sang se glaça. Le garage de stationnement se sentit soudain plus petit. Les murs de béton pressants. Il m'enquête. J'ai dit ça platement. Les déclarer comme un fait parce que je pouvais voir exactement où cela allait. L'ambulancier qui a répondu sur les lieux, piste confirmant. Me regardant maintenant avec des yeux qui calculaient et mesuraient, Alex Morrison, votre nom est spécifiquement mentionné dans la plainte. Une allégation a été déposée affirmant que la négligence médicale, et non la conduite sous influence de mon client, était la cause principale de la mort d'Emma Hartwell. C'est une stratégie légale, probablement ne mènera à rien de significatif. Mais le Conseil médical de l'État exige une enquête complète de toutes ces allégations avant qu'elles ne puissent être rejetées. Grace lâcha mon bras, s'éloigna de moi et pendant une terrible seconde, j'ai pensé que c'était ça. Le moment où elle a réalisé que j'étais vraiment responsable de la mort d'Emma. Le moment où me voir a cessé de faire mal et a commencé à être insupportable. Le moment où elle a compris que peut-être l'avocat du conducteur ivre avait raison. Mais ensuite, elle s'est tournée pour faire face à l'avocat, et ce que j'ai vu sur son visage n'était ni horreur ni doute.
C'était de la pure fureur. Négligence médicale. Sa voix coupa comme une lame à travers le garage de stationnement. Êtes-vous sérieusement debout ici me disant que l'équipe juridique d'un conducteur ivre essaye de blâmer l'ambulancier qui a tenu ma sœur mourante pour ce que leur client a fait? Madame Hartwell, je suis simplement ici pour vous informer des procédures légales. Pierce commença, mais Grace se dirigea vers lui, et je ne l'avais jamais vue comme ça avant, jamais vu le chagrin qui la faisait habituellement paraître fragile, se transformer en quelque chose de tranchant et dangereux et puissant. Non, dit-elle, et sa voix résonna sur le béton. Non, vous ne m'informez pas seulement. Vous êtes ici parce que votre client veut sortir de prison plus tôt, et ses avocats pensent que d'attaquer le premier intervenant est une bonne stratégie. Vous êtes ici parce que le système juridique se soucie plus des technicalités que de la vérité. Vous êtes ici parce que même 4 ans plus tard, la mort de ma sœur est encore juste un dossier pour tout le monde. Juste un autre numéro, juste une autre opportunité pour les avocats de jouer à des jeux. Grace, ai-je commencé, mais elle leva la main. Saviez-vous, dit-elle, m'ignorant complètement, parlant directement à la pièce avec une voix qui aurait pu geler l'eau, qu'Alex Morrison porte plus de culpabilité à propos de cette nuit que n'importe quelle personne ne devrait avoir à porter, qu'il a passé 4 ans à se torturer pour quelqu'un qu'il n'a pas pu sauver, que votre enquête ne trouvera rien d'autre qu'un homme qui a tout fait correctement et ce n'était toujours pas suffisant. Parce que parfois la médecine n'est pas suffisante et les conducteurs ivres tuent des gens et aucune quantité de procédure parfaite ne peut arranger cela. Pierce se déplaça inconfortablement, ajustant sa mallette. Madame Hartwell, la plainte allègue des violations de protocoles spécifiques. Nous avons des témoins experts qui témoigneront que des méthodes de traitement alternatives auraient pu. Arrêtez de parler. Grace le coupa. Et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant qui a fait que même moi j'ai reculé d'un pas. Arrêtez de parler de ma sœur comme si elle était une étude de cas médical. Arrêtez de prétendre que cette plainte est de trouver la vérité quand il s'agit vraiment de trouver un doute raisonnable pour un conducteur ivre. Arrêtez de vous tenir dans ce garage de stationnement, agissant comme si vous faisiez quelque chose de noble, quand vous faites vraiment juste votre travail, ce qui apparemment inclut de détruire de bonnes personnes pour sauver des coupables. L'avocat ouvrit la bouche, mais Grace n'avait pas fini. Vos témoins experts ont-ils mentionné que les derniers mots de ma sœur étaient de dire à Alex de s'assurer que je savais qu'elle m'aimait? Leur analyse incluait-elle le fait qu'elle n'était pas seule, n'était pas terrifiée, n'était pas abandonnée sur le côté d'une autoroute, parce que quelqu'un s'en souciait assez pour lui tenir la main pendant qu'elle mourait? Votre dossier mentionne-t-il qu'Alex m'a donné la seule paix que j'ai eue en 4 ans, en étant là quand je ne pouvais pas l'être? Parce que si votre enquête cherche quelqu'un à blâmer, continua-t-elle, et des larmes coulaient sur son visage maintenant. Mais sa voix ne trembla jamais, ne se brisa jamais. Dites-leur de regarder votre client qui a pris le volant ivre. Dites-leur de regarder le bar qui a continué à lui servir des verres. Dites-leur de regarder ses amis qui l'ont regardé partir et n'ont rien dit. Dites-leur de regarder chaque seule personne qui aurait pu l'arrêter et ne l'a pas fait. Mais n'osez pas. N'osez pas regarder l'homme qui a couru vers ma sœur quand tout le monde s'enfuyait. Le silence qui suivit était lourd, sacré, comme si nous étions debout dans une église au lieu d'un garage de stationnement. Pierce s'éclaircit la gorge, regarda ses chaussures chères. « Madame Hartwell, je prendrai note de votre déclaration pour le dossier, » dit-il doucement, et quelque chose dans sa voix avait changé. Moins confiant maintenant, plus humain, et j'informerai la commission de libération conditionnelle que vous aurez besoin de temps supplémentaire pour préparer votre déclaration d'impact de victime. Dites-leur que je serai là, Grace dit, et sa voix était calme. Dites-leur que je ferai une déclaration. Dites-leur que votre client peut purger chaque seul jour de sa peine et je me tiendrai devant cette commission de libération conditionnelle et je m'assurerai qu'il sache exactement ce qu'il m'a pris. Mais l'ambulancier, elle me regarda maintenant et quelque chose dans ses yeux a fait s'arrêter mon cœur.
L'ambulancier a fait tout ce qu'il a pu et ça doit être suffisant parce que le blâmeur ne ramènera pas Emma. Ça ne me donnera pas de clôture. Ça ne servira pas la justice, ça détruira juste une autre bonne personne et je ne laisserai pas cela arriver. Peace hocha la tête lentement, retourna à sa voiture. Le moteur démarra. Il s'éloigna, nous laissant là dans l'épave de tout ce que nous avions évité pendant 6 mois. Les murs de béton autour de nous semblaient moins oppressants maintenant. Mais le poids de ce qui venait de se passer nous oppressait tous les deux. Tu n'avais pas à faire ça, ai-je dit finalement, ma voix rauque. Oui, je l'ai fait. Grace se tourna pour me faire face entièrement. Parce que tu as passé 4 ans à te blâmer et j'ai passé 6 mois à te regarder souffrir et j'en ai fini. J'en ai fini de laisser l'un de nous deux prétendre que cette culpabilité sert un quelconque but sauf de nous garder enfermés dans le passé. Grace, ai-je murmuré, je la vois toujours quand je te regarde. Je vois Emma dans tout ce que tu fais. Je sais, dit-elle. Et maintenant, elle était assez proche pour que je puisse voir la nuance exacte de Noisette dans ses yeux. La même nuance que ceux d'Emma, mais aussi différent, uniquement les siens. Et je vois toujours l'homme qui l'a tenu quand je te regarde. Mais Alex, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que la voir en moi signifie qu'elle est toujours là d'une certaine manière, toujours partie de nos deux vies, nous connectant toujours même si elle est partie. J'ai secoué la tête. Te voir fait mal. Je sais que ça fait mal, dit-elle encore, et sa voix était douce maintenant, douce d'une manière que je n'avais jamais entendue au bureau. Mais peut-être que la douleur n'est pas toujours mauvaise. Peut-être que parfois la douleur signifie que tu es encore assez vivant pour ressentir quelque chose de réel. Peut-être que me voir fait mal parce que ça signifie que tu te soucies. Et se soucier te rend vulnérable. Et être vulnérable est terrifiant quand tu as déjà tant perdu. Ma gorge s'est serrée. Je t'ai embauché pour comprendre l'ambulancier qui a tenu ma sœur. Grace continua et sa main se tendit, toucha mon bras légèrement, mais je suis resté. T'es gardé dans mon équipe. Continuez à essayer de te parler parce que j'ai commencé à tomber amoureuse de l'analyste qui travaille 3 étages en dessous de moi. Celui qui travaille plus dur que n'importe qui d'autre. Celui qui se porte volontaire pour chaque projet difficile. Celui qui apporte du café aux stagiaires. Celui qui pense que personne ne le remarque, mais qui a été la personne la plus remarquable dans ce bâtiment pendant 6 mois. Je ne suis pas remarquable, ai-je commencé à dire, mais elle posa sa main sur ma poitrine, juste sur mon cœur, et les mots moururent dans ma gorge. Te voir fait mal aussi, Alex, dit-elle doucement. Fait mal parce que tu me fais sentir vivante quand d'être vivante semble trahir Emma. Fait mal parce que tu es gentil et brillant, et tu me vois comme une personne au lieu de juste la sœur en deuil ou la PDG ou le membre de la famille de la victime. Fait mal parce que je tombe amoureuse de toi, et je ne sais pas si j'ai le droit de tomber amoureuse de quelqu'un, surtout pas l'homme qui a tenu ma sœur pendant qu'elle mourait. Avons-nous le droit? Ai-je demandé, et ma voix sortit brisée, fracassée. Avons-nous le droit de ressentir ça quand c'est bâti sur sa mort? Je ne sais pas. La main de Grace resta sur ma poitrine, et je pouvais sentir mon cœur martelé contre sa paume. Mais je sais que les derniers mots d'Emma étaient à propos d'amour, que ces derniers moments étaient avec quelqu'un qui s'en souciait assez pour la tenir, qu'elle n'est pas morte seule, et peut-être que c'est ce qu'elle me donnait. Pas juste un au revoir, mais une permission. Permission de savoir que l'amour existe toujours, que d'être tenu importe toujours, que les gens qui se présentent quand tout s'écroule valent la peine d'être retenus. J'ai mis ma main sur la sienne, la tenait contre ma poitrine. Quand tu as demandé pourquoi je t'évitais, ai-je dit, je t'ai dit que te voir fait mal, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Quelle est l'autre moitié? Demanda-t-elle. Te voir fait mal parce que ça me rappelle que je suis toujours vivant, ai-je admis. Parce que ça me fait vouloir des choses que je pensais mortes avec ta sœur. Parce que chaque fois que je te vois sourire, je me souviens que le monde continue de tourner même après que les pires choses se produisent. Et ça me terrifie plus que tout parce que si je me laisse me soucier de toi, si je me laisse tomber amoureuse de toi et que quelque chose arrive,
Si je te perds aussi, je ne pense pas que je survivrai. Alors, nous sommes toutes les deux terrifiées, Grace dit doucement. Toutes les deux complètement convaincus que nous trahissons quelqu'un en nous souciant l'un de l'autre. Oui, ai-je dit, toutes les deux debout ici à souffrir parce que se voir nous rappelle que nous sommes vivants. Absolument. Alors peut-être que nous arrêtons de courir. Elle le dit simplement comme si c'était la chose la plus facile au monde, au lieu de la chose la plus difficile que l'un de nous ait jamais envisagée. Peut-être que nous nous voyons et laissons ça faire mal, que ça nous rappelle que nous sommes vivants, que ce soit compliqué et désordonné et douloureux et beau tout à la fois. Peut-être que se voir fait mal parce que c'est la seule façon dont nous guérissons. J'ai retiré sa main de ma poitrine mais ne l'ai pas lâchée. Juste la tenais entre les deux miennes comme quelque chose de précieux et de caissable. Je ne sais pas comment faire ça, et je dis honnêtement. Ne sais pas comment être avec quelqu'un quand je n'ai pas pu sauver la personne qu'elle aimait le plus au monde. Et je ne sais pas comment être avec quelqu'un qui me rappelle la pire nuit de ma vie, Grace dit, mais peut-être que nous le comprenons ensemble. Peut-être que nous le prenons un jour à la fois. Peut-être que certains jours se voir fait trop mal et nous avons besoin d'espace et d'autres jours ça fait moins mal. Peut-être que nous sommes honnêtes à propos de la douleur au lieu de nous cacher d'elle dans les garages de stationnement et les couloirs de bureau. Et si je ne peux pas arrêter de la voir quand je te regarde? Ai-je demandé. Alors parle-moi d'elle. La voix de Grace se brisa légèrement. Dis-moi les choses que tu as vues que je n'ai pas eu à voir. Dis-moi de ces derniers moments un détail. Dis-moi chaque seule chose dont tu te souviens parce que j'ai passé 4 ans avec un trou là où ces souvenirs devraient être. Dis-moi. Et peut-être que la voir et moi devenons quelque chose que nous partageons au lieu de quelque chose qui nous sépare. J'ai regardé ma PDG, l'ai vraiment regardée pour la première fois, en ça et moi sans reculer. J'ai vu la femme qui avait été assez courageuse pour embaucher l'homme connecté à son chagrin. Assez courageuse pour continuer à essayer de tendre la main quand je continuais à m'éloigner. Assez courageuse pour me défendre à un avocat quand elle aurait pu me blâmer. Assez courageuse pour se tenir ici dans un garage de stationnement et dire que se voir même quand ça fait mal pourrait être exactement ce dont nous avions tous les deux besoin pour enfin commencer à guérir. D'accord, ai-je dit, et le mot semblait sauter d'une falaise, comme choisir de tomber et espérer que quelqu'un me rattraperait. D'accord, essayons. Trouvons comment nous voir et laissons ça faire mal, et laissons ça guérir tout à la fois.